J'attends les 15 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Je crois que c'est la consigne du côté Webikeo. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire donc RH Solutions. Vous êtes 16 en ligne pour 70 inscrits, ce qui est beaucoup. Donc les autres vont nous rejoindre. Écoutez, je suis ravi de partager ce webinaire avec notre expert Nicolas Mel sur le sujet de la prise de parole en public. Est-ce que c'est OK pour vous au niveau technique? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est bonne? Vous avez un chat, n'hésitez pas à nous indiquer votre retour. Est-ce que c'est OK pour vous? Super, merci Marc, merci Mohamed, c'est OK, le son est bon. On va pouvoir démarrer. Donc, vous avez le chat, en effet, pour les participants qui vous permettent de poser des questions à tout moment. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez tout loisir de poser les questions que vous souhaitez et je me ferai l'intermédiaire avec Nicolas Mel. Donc, pour introduire ce webinaire, on va dire sous le cadre et l'égide de RH Solutions et du Club Management de Transition, puisque nous avons également un club de management de transition au sein de RH Solutions. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Eric Tranto, je suis donc le responsable du réseau et de l'animation franchise RH Solutions. RH Solutions est une société de portage salarial qui a aujourd'hui 16 agences au niveau national, qui existent depuis une vingtaine d'années, basées à la Beige, à côté de Toulouse, et qui est donc le seul réseau franchisé au niveau national sur le domaine du portage salarial. Et à ce titre, donc, comme je le disais, dans le cadre de notre club management de transition, nous animons assez fréquemment des webinaires sur plusieurs sujets. Et aujourd'hui, il s'agit donc de la prise de parole en public et plus précisément celui en entreprise. Voilà, on va voir quelles sont les clés pour mieux maîtriser cet art de convaincre et d'inspirer la confiance en entreprise, maîtriser cet art de bien penser, de bien raisonner, de s'exprimer avec fluidité, exalte toujours autant qu'il tétanise. En effet, ça peut être un exercice plaisant pour certains, mais difficile pour d'autres. Prendre la parole en public est une évidence pour certains, mais en effet, ça peut être une épreuve. Donc, on va voir pourquoi, dans tous les cas, c'est un moment de vérité qui en dit long, en fait, sur qui nous sommes en tant que manager, en tant que responsable d'équipe vis-à-vis de nos collaborateurs. Pourquoi est-il si difficile pour certains de parler, de prendre la parole? Que pouvons-nous faire pour y remédier? Est-ce une fatalité? Ou bien quelles sont les techniques qu'il faut connaître, qu'il faut avoir appliquées pour s'exprimer en public? Autant de questions auxquelles notre expert Nicolas Mel, formateur et coach en prise de parole, fondateur du cabinet Silence, qui va nous aider donc, et nous éclairer sur des pistes et des clés à connaître. Voilà, Nicolas, je vais vous laisser la parole. À vous de vous présenter. Et encore une fois, je serai votre intermédiaire pour les intervenants, pour les participants. Bonjour à tous, merci Eric pour cette introduction. Très content d'intervenir aujourd'hui pour RH Solutions. Et ce que je vous propose de faire, même si certains l'ont déjà fait, Aude, Patrick, Charlotte, Christian, Mona, Philippe, entre autres, c'est de commencer par dire bonjour dans le chat, qu'on commence par se saluer. Et pendant ce temps, je vais reprendre la suite de la présentation qu'Eric a commencé. Fondateur du cabinet Silence, passionné par les enjeux de communication, de prise de parole en public ou en situation interpersonnelle. Pour être tout à fait honnête, moi je suis, c'est peut-être votre cas aussi, un ancien timide. Et je sais ce que c'est que d'être, vous le disiez Eric, parfois tétanisé, crispé, tendu au moment de parler. Et je sais aussi avec un peu de pratique, un peu de confiance, un peu de recul, un peu de technique, on peut être beaucoup plus à l'aise et je crois beaucoup plus juste au moment où on a à prendre la parole en public dans le cadre professionnel, dans celui de l'entreprise, en tant que manager de transition, ce que j'en suis sûr, vous connaissez bien. L'objectif de cette heure de travail ensemble va être de voir ensemble des techniques pour être plus à l'aise d'une part, être plus convaincant, plus juste d'autre part. Et Eric, vous le disiez, vous serez donc cet intermédiaire qui pourra prendre les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à en poser dans le chat. Et tout le long, vous verrez, on a bien bossé avec Eric et donc on a des sondages qui sont fin prêts et qu'on vous partagera.
Et en parlant de sondage, moi j'aimerais commencer avec un premier sondage, donc réussir sa prise de parole et sa communication. C'est la première slide. Eric, je vous invite à la passer. Moi j'ai une question à vous poser pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Cette question, elle est écrite, donc on peut passer à la slide encore après. Qu'est-ce qui rend une prise de parole en public réussie selon vous? Il y a pléthore d'éléments que vous pourriez dire pour répondre à cette question. Mais plutôt que d'y répondre de façon à tous azimuts et à bâton rompu, moi je vais vous envoyer un premier sondage. Un premier sondage qui va me permettre d'avoir une idée de la conception que vous avez de la prise de parole et de l'art oratoire. Donc, le sondage est normalement disponible et vous allez pouvoir y répondre directement grâce à un pop-up qui vient de s'afficher face à vous. Voilà. Karine, bonjour à toi. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer que le sondage est bien parti? Et donc, on va attendre que tout le monde y réponde à ce sondage. Donc, le sondage en substance, c'est qu'est-ce qui rend une prise de parole en public réussie? Et vous avez plusieurs options. Vous avez l'option de la structure, vous avez l'option de la communication non verbale, l'option de l'improvisation et de la répartie, celle de l'assertivité et celle de la maîtrise des outils rhétoriques pour convaincre. Alors, je vais ouvrir de nouveau les votes pour être sûr. Super. Donc, Gauthier, vous nous dites que vous avez bien le sondage. Je vous laisse le temps d'y répondre parce que l'objectif, c'est qu'on ait une vision sur les représentations de chacun et que l'on regarde ensemble ce vers quoi vous consacrez plus d'attention lorsque vous avez à prendre la parole dans le cadre professionnel, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit à distance. Donc, je vous laisse y répondre et normalement, on devrait avoir les réponses qui vont s'afficher petit à petit. Alors, Eric, on est d'accord, vous n'avez pas, vous non plus, les réponses. Donc, c'est que tout le monde s'affaire à répondre. Et à la limite, Christian, vous nous dites que vous n'avez pas d'accès. D'accord. Alors, dans ce cas, je vais essayer de le partager une fois de plus. Ah, voilà, voilà. Alors, je vois qu'est-ce qui rend une prise de parole en public réussie. Donc, je vois qu'il y en a un qui est en cours. Ah, génial. Alors, par contre, je vois qu'il y en a un autre qui a été ouvert qui ne correspond pas à ceux que je voudrais ouvrir. Donc, voilà. Qu'est-ce qui rend une prise de parole en public réussie? Je vais vous dire. Il y a 10 personnes qui ont voté. Pardon, il y a plus que 10 personnes qui ont voté. Il y a exactement 18 personnes qui ont voté, 19 maintenant. Et ce qui se dégage, peut-être que vous le voyez aussi, maîtriser sa communication non verbale, c'est 53% des votes, plus de la moitié. En deux, maîtriser les éléments de langage. Le fond de son intervention, on est sur 30%. Et en 3 et 4, maîtriser la posture adéquate et autres, 10 et 5% respectivement. Bon, ben, ça tombe bien, puisqu'on va surtout parler de communication non verbale. Allez, ben, écoutez, je vais fermer les votes et on va passer à la slide d'après, Eric. Je vous en prie. Quand on parle de prise de parole, évidemment qu'on va parler de la communication non verbale. Qu'est-ce que vous faites de votre regard, de votre posture, de votre gestuelle, de votre voix? Mais je voudrais commencer par une théorie qui me semble fondamentale quand on est manager de transition, ce que j'ai appelé la théorie du cadre. Cette théorie, je vais la dessiner, ce sera beaucoup plus sympathique, l'expliquer comme ça. Je la dessine et normalement, Eric, vous me le confirmez, on voit un écran blanc, vous voyez un document Paint. Est-ce que voilà, voit ce document Paint. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner 4 cadres qui correspondent à la théorie des cadres. On va dire qu'on va avoir un cadre par ici, hop là, un cadre par ici, un cadre juste là, et un cadre juste ici. Pour illustrer cette idée, il faut imaginer que chaque cadre correspond à un comportement, une façon d'être lorsqu'on est orateur, lorsqu'on prend la parole dans le cadre professionnel. Le cadre tout à droite correspond à ce qu'on peut appeler un surcadrage. Et je vais écrire SU pour surcadrage. Surcadrer concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être monsieur parfait, ça veut dire avoir un regard, une posture, une gestuelle, une voix tellement appliquée, tellement précise,
que vous en impressionnez votre auditoire. Vous êtes Emmanuel Macron, très technique, très carré, très parfait, vous surcadrez. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Un peu plus à gauche, vous pouvez être dans ce qu'on appelle le cadrage. Un instant, Nicolas. Attendez, Nicolas. Je pense qu'il y a un problème au niveau du partage. D'accord. Je regarde au niveau du chat. Pas de visuel également. Ils n'ont pas vu. D'accord. Alors, je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Partagez votre écran. Allez, je le partage. Et là, moi, de mon côté, on m'indique que l'écran est partagé. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est bon? Pas de visuel. Christian, pas de visuel, vous confirmez? On vous voit tous les deux, mais pas de schéma. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite manip à faire? Alors, je vais repartager mon écran. Oui. Tout l'écran. Je vais partager. Ah, là, on est dans un problème technique. Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Ouais. A priori, là, ça va être bon. Là. Est-ce que vous voyez l'écran? Ça marche pas. Ça marche pas? Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, vous savez quoi? On va le faire sans le partage d'écran, on va le faire avec le chat. Super. Voilà. Au pied levé, c'est parfait. Exactement. Et merci d'avoir répondu dans le chat. Comme ça, on voit que vous êtes présent. Donc, je le disais, on va avoir tout à droite un cadre qu'on va appeler le surcadrage. Le surcadrage, c'est monsieur ou madame parfait. Je cherche à appliquer de manière scolaire et technique une bonne posture, un bon regard bien posé, une bonne voix, une bonne gestuelle. Bref, je suis monsieur Emmanuel Macron, hein, c'est-à-dire monsieur parfait, et ça passe plutôt bien. Le cadrage, c'est un tout petit peu moins parfait. Ici, je suis monsieur ou madame normal. Dit autrement, je vais peut-être mettre une main dans la poche, je vais peut-être par moment casser un peu le regard, regarder ailleurs, avoir une gestuelle moins précise, peut-être plus extravagante ou au contraire un petit peu moins présente, et je vais avoir une posture plus décontractée. Je suis donc monsieur ou madame normal en cadrage. On va plus loin. Et quand on va plus loin, on va vers le décadrage. On va appeler ça le grand D. Le décadrage, le regard, on pourra voir ça tout à l'heure, mais le décadrage, vous allez être encore plus détendu. Dit autrement, vous allez être monsieur ou madame cool. Monsieur ou madame cool, je vais être par exemple familier, parler comme as, avec du verlan comme le feraient des personnes très jeunes. Je vais avoir une posture très nonchalante, pourquoi pas mettre les deux mains dans les poches, avoir un regard très peu présent. Et au fond, je vais être monsieur ou madame cool, je le disais, en décadrage. Et puis, on pourra aller plus loin. Et dans ce cas-là, on parlerait de sous-cadrage. Je vais éviter de le représenter. On n'est pas en soirée. Mais l'idée du sous-cadrage, c'est d'être encore plus détendu dans l'attitude. Je suis monsieur ou madame libre. Donc, on est d'accord, théorie du cadre, pour l'instant, vous avez suivi surcadrage, très sérieux, cadrage un peu moins, décadrage cool, sous-cadrage, totalement détendu. J'ai une question à vous poser. Et là, vous allez pouvoir y répondre dans le chat, pas de sondage. Selon vous, quel est l'intérêt d'adopter un surcadrage dans une prise de parole professionnelle? Quel est l'intérêt d'être très technique, d'avoir cette communication non-verbale qui va bien, d'avoir ce fond, cette syntaxe très parfaite? Et pareil, si vous voulez prendre de l'avance, dites-moi quel est l'intérêt d'avoir un décadrage, donc d'être plus détendu, dans une prise de parole. Et vous allez voir qu'il y a à la fois des intérêts et des inconvénients. Et une fois qu'on sera d'accord là-dessus, on pourra aller voir les techniques de communication non verbale. Donc, dites-moi dans le chat, Emmanuel, vous nous dites dominer, convaincre, Sylvie, rassurer. Tout à fait d'accord. Et donc là, vous parlez du surcadrage. Dominer, convaincre, rassurer. Pareil, est-ce que vous pourriez parler des avantages du décadrage? Quels sont les avantages d'être un peu plus à gauche sur la théorie du cadre? Et moi, je vais vous dire, on pourrait aller plus loin dans le dominer, convaincre, rassurer. De façon générale, quelqu'un qui surcadre par le fond, par la forme, va être beaucoup plus, aux yeux de certaines personnes, légitime, va paraître beaucoup plus adapté, sérieux, crédible aux yeux du public. Eric, voilà, vous nous dites surcadrage pour impressionner. C'est vrai, ça peut tout à fait impressionner. Vanessa, convaincre, impressionner, donner une image rigoureuse dans le surcadrage, tout à fait d'accord.
Et là, Sylvie, si vous nous dites créer de la proximité, c'est que vous parlez du décadrage. Mona pour impressionner, Christian, prise de décision, intéressant, quand il faut trancher, surcadrage. Alexandra, très intéressant, ce point se rassurer, et pas non seulement rassurer, on le note. Julie, donner la bonne distance avec ses interlocuteurs. Patrick, contrôler. Aude, décadrage plus spontané, captivant, c'est très vrai. Karine, l'intérêt du surcadrage, la crédibilité, on est d'accord. Faciliter les échanges, décadrage, on est d'accord. Alors, je n'ai pas tout lien, sinon on ne s'en sortira pas. Mais je vois, à ce que je lis, que vous avez tout à fait compris l'idée. Surcadrage, je rassure, je me rassure. Décadrage, je joue la proximité, je joue le lien, la spontanéité, l'improvisation peut tout à fait être faite dans ce cadre. Maintenant, je ne vais pas vous poser la question parce qu'on pourrait la déduire, mais à l'inverse, le surcadrage, je crée 0 lien. Voilà, vous me faites venir, vous m'élisez en tant que président, mais vous ne m'invitez pas à votre anniversaire, 0 lien. Et le décadrage en tant que désavantage, le problème, c'est que je peux manquer un peu de crédibilité et je ne rassure pas ou peu mes interlocuteurs. Du coup, moi, j'ai une question à vous poser. Christian, vous nous dites empathie. Effectivement, le décadrage va pouvoir avoir de l'empathie puisqu'on va être dans l'interaction, on va chercher le contact avec l'autre. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous allez voir que les réponses vont être assez contrastées. Quel cadre devez-vous adopter lorsque vous prenez la parole dans le cadre pro en tant que manager de transition? Est-ce que vous devez la jouer sur cadrage? Je rassure. Est-ce que vous devez la jouer décadrage? Je crée du lien. Et je vais mettre plus précis, lors de votre première intervention, lorsque vous vous présentez, vous arrivez auprès des équipes avec lesquelles vous allez travailler, quel cadre vous semble le plus adapté? Sur cadrage, tout à droite, au milieu, cadrage, un peu plus à gauche, décadrage. Alors, Christian, vous nous dites nous pouvons jouer sur les deux. Karine, je te tutoie parce qu'on se connaît, tu nous dis cadrage. Alors moi, je vais vous dire, Christian, merci d'avoir répondu, nous pouvons jouer sur les deux, parce que j'irai même plus loin. Nous devons jouer sur les deux. Et au moins sur les deux. Pourquoi? Parce qu'un bon orateur, une bonne oratrice, maîtrise les différents cadres et n'est pas emprisonné dans un cadre de prise de parole. On est pour certains admiratifs devant la capacité d'un Emmanuel Macron à prendre la parole, belle maîtrise du surcadrage. En revanche, et c'est, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais ce qui a pu lui être reproché, peu de décadrage, peu de liens, du coup beaucoup de distance. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de maîtriser les deux, voire les trois, de savoir vous balader de cadre en cadre, peut-être de commencer par du surcadrage, et ensuite de choisir, en fonction de la situation et en fonction de vos intérêts et l'objectif de votre prise de parole, le cadre adapté. Les meilleurs orateurs ne sont pas ceux qui surcadrent le mieux, ce sont ceux qui savent et surcadrer, et décadrer, et cadrer en fonction de la situation, et donc qui savent créer des émotions diverses chez leur public. Alterner, Eric, on est d'accord. Et donc, maintenant qu'on est d'accord sur cette petite théorie du cadre, nous, ce qu'on va voir, c'est plusieurs techniques pour surcadrer. Et puis ensuite, on pourra voir comment décadrer. Je pars quand même du principe que le décadrage est beaucoup plus simple, parce qu'il suffit juste d'être souvent entre guillemets, même si ce n'est pas toujours vrai. Il peut être plus difficile pour certaines personnes de décadrer que de surcadrer. Alors voilà, Eric, je vais vous inviter à changer de slide. Et si vous ne deviez retenir que 3 choses de cette masterclass consacrée à la prise de parole, en voici la première. On pourrait tourner la slide pour voir la deuxième chose. Voici donc la deuxième. Et Eric, je vous invite à changer de slide une dernière fois pour voir la troisième. Vous avez donc vu regard, dos, voix. Je simplifierai par RDV, regard, dos, voix. Si vous voulez être au rendez-vous de votre prise de parole, je vous invite à appliquer le RDV, le regard, dos, voix. Si vous voulez passer à côté de votre rendez-vous, n'appliquez pas le regard, dos et voix. On pourrait faire quelques exercices pour travailler dessus. Moi, je vais vous donner quelques éléments théoriques et ensuite pratiques pour vous entraîner à la maîtrise du RDV. On le replace dans la théorie du cadre. Maîtriser le RDV, c'est savoir surcadrer au bon moment. Ne pas appliquer le RDV, c'est faire en sorte de décadrer lorsqu'on le souhaite. Alors, le regard lors d'une prise de parole d'un point de vue très technique. Je vais vous demander, sûrement le faites-vous déjà,
de regarder chaque personne 3 secondes. Pour l'instant, c'est plutôt simple. D'avoir un regard qui est dit aléatoire, hasardeux et d'intérêt décidé. Aléatoire, je vais regarder tout le monde sans forcément avoir un regard plus appuyé pour cette personne qui est dans l'axe. Sans forcément oublier les personnes qui sont sur les côtés, qu'on a tendance à oublier en premier lors d'une prise de parole en public. Hasardeux, je ne vais pas vraiment choisir sur qui mon regard se porte, et d'intérêt décidé, c'est peut-être le plus important. Un orateur, une oratrice peut souffrir de quelque chose qu'on connaît tous, qui est le stress de l'orateur, et qui peut passer par cette impression d'être le centre de l'attention. Je me sens regardé, me sentant regardé, je me sens stressé. Je pourrais le résumer comme cela. Alors, il faudrait que je partage mon écran, mais je ne vais pas le faire. Souvent, lorsqu'on prend la parole face à 20, 30 personnes, on se sent regardé, et se sentant regardé, on est moins efficace, éloquent, convaincant, parce qu'on est le centre de l'attention. Je vous invite à vous rappeler de la chose suivante, je vais l'écrire dans le chat. Lorsque je prends la parole, je ne suis pas regardé. C'est moi qui regarde. Je prends la parole, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Ça peut paraître anodin, mais en ce moment, vous êtes 30 en ligne. Je pourrais me dire, mince, il y a 30 personnes qui sont connectées, je me sens regardé. Eh bien, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je me dis plutôt que si vous étiez face à moi, je regarderais chacune des 30 personnes de ce chat. Dit autrement, je ne suis pas le centre de mon attention, mais vous êtes bien le centre de mon attention. Je peux être le centre de votre attention, ça ne me regarde pas, mais vous êtes le centre de mon attention. Trop souvent, une personne qui s'exprime dans le cadre pro, de fait, étant un peu stressée, va se sentir regardée, se sentant regardée, elle est le centre de l'attention, mais surtout le centre de son attention, et étant le centre de son attention, elle en perd le fil de ses idées, elle en perd sa structure, elle en perd son discours. Donc rappelez-vous de ça, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde, et là la technique elle est simple, je vais regarder chaque personne 3 secondes, la couleur des yeux de chaque personne pour être vraiment ancré sur mon public, et ensuite je passe à une autre personne, puis face à une autre personne, etc., etc. Pourquoi pas s'entraîner à faire cette petite pratique de parler à chaque personne pendant 3 secondes et changer ensuite de personne à tour de rôle. Karine, je t'ai vu connecter tout à l'heure, on a fait un exercice. Alors, on ne l'a pas vraiment fait puisque c'était à distance, mais un exercice que je peux vous recommander, et Karine, j'en suis sûr, je sais que tu dois le recommander, c'est de s'entraîner à regarder votre interlocuteur droit dans les yeux pendant 1 minute 30 sans rien dire, ce qu'on appelle le regard sans mots. Vous le faites avec quelqu'un, une personne en binôme. Objectif, s'entraîner à être celui qui regarde plutôt qu'à être celui qui est regardé. Moi, à titre personnel, cet exercice, je l'ai fait plus de 800 fois, je pense, au cours des formations que j'ai pu réaliser. Et je peux vous dire que lorsqu'on arrive à être celui qui regarde, donc à être suffisamment à l'aise pour regarder son interlocuteur et oublier le regard de l'interlocuteur, on est fin prêt à être à l'aise face à un public. Ça demande de la pratique. Et maîtriser le regard, ça passe par ça. Voilà, Karine, tu me dis c'est terrible et top à la fois. Le regard, c'est donc la première base. On pourrait aller plus loin. À qui ça parle? Et je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes ici en tant que manager de transition. Les neurones miroirs. Qui a déjà entendu parler de ce qu'on appelle les neurones miroirs? Si personne répond, c'est top. Je vais pouvoir vous en parler. Les neurones miroirs, c'est quelque chose que... Voilà, Aude, vous nous dites que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Alors, un neurone miroir, c'est ce qui fait que lorsque vous voyez quelqu'un bâiller, vous baillez. C'est ce qui fait que lorsque vous voyez quelqu'un sourire, vous souriez. Dit autrement, ce sont des neurones qui s'activent conjointement chez vous et chez moi, peut-être même en ce moment, et qui font que sans le vouloir, vous avez des réactions similaires aux miennes. Dit autrement, vous me singez. Et plus le lien entre la personne qui parle et celle qui écoute est fort, plus ces neurones miroirs vont être activés. C'est ce qui fait que si vous voyez quelqu'un que vous aimez parler en public, vous allez peut-être ressentir un stress, ce même stress que cette personne ressent. C'est ce qui fait que, voilà, comme je le disais, vous voyez quelqu'un bailler, vous baillez. Pourquoi je vous parle de ça? Exactement, Aude nous parlait de mimétisme. Pour vous rappeler la chose suivante, si vous voulez être écouté, le meilleur moyen, c'est de faire ce que vous voulez que votre public fasse. Je leur dis, si vous voulez être écouté, le meilleur moyen, c'est de faire ce que vous voulez que votre public fasse. Vous voulez avoir l'attention du public, donnez-lui votre regard.
il vous le donnera en retour. Vous voulez avoir des questions, posez-en à votre public qui, par la suite, pourra faire la même chose. Vous voulez avoir du silence, osez en poser. La règle, elle est simple. En art oratoire, lors d'une prise de parole, je n'ai que ce que je donne. Vous donnez votre regard, vous allez être surpris d'avoir ce regard en échange. Faites ce que vous voulez que le public fasse. Je voulais en parler sur la partie regard parce que le regard, c'est la première des choses que vous pouvez donner et la première des choses que vous obtenez de la part de votre public. Voilà pour le R. Et si vous m'avez bien suivi, vous savez qu'après le R vient le D, le Do. Si vous avez des questions sur le regard, vous n'hésitez pas. Et pour la partie Do, je vais vous faire une petite mise en pratique. On va imaginer que vous êtes à côté de moi et je vais vous demander de croiser les bras. On va tous croiser les bras tous ensemble. Et je vais aller plus loin, je vais même vous demander de croiser les pieds. Bon, vous faites pas mal. Hein. Vous croisez les pieds et vous allez regarder vos pieds. On va rester comme ça pendant, 20-30 secondes. On va le faire en silence. Donc, je me tais et c'est parti. Allez, on peut s'arrêter là. On va faire autre chose. On va de nouveau adopter une posture. Je vais vous demander de mettre les mains sur les hanches. Hop. De lever légèrement le menton. Et d'écarter les pieds. Vous regardez vers l'extérieur. Donc j'ai une fenêtre par là. Regardez vers l'extérieur. Donc j'écarte les hanches. Je mets les mains sur les hanches. Je lève un petit peu le menton. Et je regarde face à moi. Pareil, on reste comme cela pendant, 20 secondes. Allez, on s'arrête là. Merci d'avoir joué le jeu. Et justement, à ce propos, moi j'ai une petite question à vous poser. En parlant du dos, qu'est-ce que vous avez eu en tête? À quoi avez-vous pensé quand vous aviez les bras croisés et quand vous aviez les mains sur les hanches? Si c'est indiscret, si c'était gênant, évidemment, vous ne dites rien dans le chat. Et moi, je voudrais savoir ce à quoi vous pensiez lorsque vous aviez les bras croisés et lorsque vous aviez les mains sur les hanches. Ça peut être à rien. Ça peut être à mes chaussures ou à mes pieds que je regardais. Ça peut être à ce que j'ai à faire ce soir. Ça peut être à toute la liste des tâches qui m'attendent et la to-do list que j'ai prévue pour cette semaine. Bref, dites-moi ce à quoi vous pensiez si vous l'avez fait. Et dans tous les cas, voilà, Eric, vous nous dites repli sur soi croisé, bien-être sur les hanches. Alors, les réponses sont parfois variées. Voilà, posture de Wonder Woman, pourquoi on fait ça? La mouche qui me gêne? Oui, effectivement, c'est une question qui vient assez souvent. Pourquoi je fais ça? Quel est le but derrière? Alors, Karine, les bras croisés, aux autres, les bras sur les hanches, autre chose, j'imagine. OK. Julie, Mona, Céline, je vous lis. Marc, OK. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est une expérience qui a été faite en 2010 par une célèbre psychologue qui s'appelle, alors j'ai oublié son nom, mais son nom va me revenir. Mais cette psychologue, elle a, si vous voulez, fait cette expérience pendant 2 minutes en demandant à des personnes d'avoir cette posture fermée et en demandant à d'autres personnes d'avoir cette posture ouverte. En fait, 2 minutes chaque posture. Et elle fait faire des tests salivaires à ces personnes, avant, après, pour mesurer des variations hormonales. Ce qu'elle nous dit, c'est que lorsqu'on se tient dans cette posture-là, selon elle, on augmenterait son taux de cortisol, qui est une hormone associée au stress. Et lorsqu'on se tient dans cette fameuse posture de Wonder Woman, on diminuerait ce même taux de cortisol. Bon, ben là, il suffit de dire ça pour se dire c'est génial. Il me suffit de me tenir comme ça quand je prends la parole pour l'imposer un petit peu à la papa. Et là, je suis à l'aise. Quand on va un peu plus loin dans les études, on se rend compte qu'en 2014, il y a une autre étude qui est faite par une chercheuse allemande, non pas sur 42 personnes, première étude, mais sur 200 personnes. Donc, un échantillon N plus important. Et on se rend compte de la chose suivante, les postures n'ont pas de cause, en tout cas ne causent pas de variation hormonale. Dit autrement, vous pouvez vous tenir comme ça, vous n'allez pas être stressé, en tout cas, ce n'est pas la posture qui va être la cause de cette
de ce stress. Mais ce qui a été démontré dans les deux cas, c'est qu'il y a du placebo. C'est-à-dire que peut-être que depuis tout petit, vous savez que vous tenir comme ça, c'est bien. Vous savez que vous tenir comme ça, c'est pas bien, c'est je vais au coin ou je suis peut-être un peu stressé. Si le placebo fonctionne sur vous, si vous avez eu des pensées plus positives, plus galvanisantes lorsque vous étiez comme cela, servez-vous-en. Mais servez-vous-en avant de parler, évidemment. Avant d'être dans la situation prise de parole. Je ne sais pas, 2 minutes avant de parler, je vais me tenir comme cela, ne pensant plus à rien. Et si ça ne marche pas, évidemment, vous ne vous servez pas de cette technique qui s'appelle les power poses ou les postures de puissance. Ça, c'est pour avant la posture, avant la prise de parole. Quand on est en situation de prise de parole, allez, je vais juste être précis ou évoquer 2 points, 3. Rappelez-vous de l'ancrage au sol. Si je veux la jouer surcadrée, je vais m'ancrer au sol. Si je suis décadré, merci Séverine, Amy Cuddy, merci beaucoup, c'est le nom de cette scientifique. Donc si je veux la jouer décadrée, je vais créer du mouvement. Si je veux la jouer surcadrée, ancrage au sol. Au niveau des épaules, je vais penser à rapprocher un tout petit peu mes omoplates, donc les 2 os qu'on a dans le dos. Je décadre, ma posture est plus proche de l'autre et elle est plus fermée. Je surcadre, je rapproche un petit peu les omoplates. Volume thoracique plus important. Et le dernier point, il se joue au niveau de la tête. Plus je vais tirer la tête vers l'arrière, donc imaginez un fil qui part de l'arrière du crâne et qui va tirer la tête vers l'arrière de sorte à être bien aligné avec le reste du corps, je surcadre. Plus je suis vers l'avant, plus je suis dans cette posture d'empathie, d'échange, et plus je vais décadrer. Donc voilà pour la posture. On pourrait faire un lien avec la posture assise. Lorsque je suis assis, fond de la chaise, je vais être dans une posture d'écoute, tendance à croiser les bras, plutôt décadrage. Plus je suis sur l'avant de la chaise, plus le poids du corps est sur l'avant, plus je suis prêt à être affirmé et clair, plus je surcadre. Voilà pour la posture. On pourrait évoquer aussi la gestuelle. La gestuelle, je vais être très simple dessus. Si vous voulez développer votre gestuelle, n'hésitez pas à regarder des personnes, des vidéos, des écrans sur lesquels vous voyez des personnes faire des gestes. On apprend par mimétisme les gestes. Et pardon d'évoquer ce cas, parce que je ne veux pas évoquer de cas politique, mais on a tous évidemment vu le meeting de Valérie Pécresse. Et on le voit, le cas Pécresse est intéressant. Un cas d'oratrice très scolaire qui a appris les gestes. Et quand on apprend les gestes, quand on se dit il faut que je fasse ce geste-là à ce moment-là, eh bien ça ne prend pas. Le public est de manière assez inconsciente attentif à ce genre d'écart, ce genre de non-congruence, et on n'y croit pas. Ça rend l'orateur peu authentique. Donc n'apprenez pas les gestes par cœur, évidemment. Observez des personnes faire des gestes, et l'observation permet d'apprendre sa gestuelle. Regard, dos, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, on passe à la voix. Alors, pour la voix, on va faire un petit test. Ça va me permettre de voir comment vous vous situez. Je vais vous demander de mettre une main sur le haut du corps, une main sur la cage thoracique. Et je vais vous demander de mettre une autre main sur l'abdomen, donc le bas du ventre. Moi, je suis debout, certainement êtes-vous assis. Je vais vous demander de respirer. Jusque-là, rien d'insurmontable. Et dans le chat, vous allez me dire si lorsque vous inspirez, lorsque vous prenez de l'air, vous avez plutôt la main du bas qui avance ou si vous avez plutôt la main du haut qui avance. Est-ce que vous faites plutôt ça ou est-ce que vous faites plutôt ça? Allez-y, dénoncez-vous. Bas, ventral. Bon, c'est intéressant. Il y a des concepts. Alexandra sur le ventre. Mona main du bas. Guillaume main du bas, du bas. D'abord le haut. D'abord le haut. Bas, bas, haut. OK. Bon, plutôt plus des personnes qui nous disent avec le bas. C'est rassurant, entre guillemets. Même s'il y a des personnes qui nous disent en haut. Que se passe-t-il si on a une respiration dite thoracique au moment où on doit prendre la parole? Je vais vous le faire et ça va peut-être vous rappeler certaines choses. Bonjour à tous. Très content d'animer donc une masterclass consacrée à la prise de parole. Et donc cette masterclass,
Elle va se dérouler en donc 2 parties. Une première partie, et j'en peux plus. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est quelque chose qui vous parle, j'en suis sûr, moi qui m'a parlé pendant des années. Je viens d'enchaîner respiration thoracique sur respiration thoracique et dans ma tête, je me dis: «Il faut que ça s'arrête», mais ça continue parce qu'il faut que je continue ma présentation, mais j'ai envie que ça s'arrête et à un moment donné, j'en peux plus et ça s'entend au niveau de la voix qui tremble parce qu'elle est soumise à une pression thoracique et même au niveau des idées, celles-ci deviennent plus compliquées à manier. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a du stress, cause physiologique, mais aussi parce que, voilà, je vous dis, vous dites que ça veut pas, ça parle. Tout ça parce qu'aussi, il y a une cause physique qui est celle de la respiration. Cette respiration qui est thoracique, qui entraîne un mouvement vers le haut de la cage thoracique, alors que vous gagneriez à avoir une respiration, certains l'ont écrit, ventrale, aussi appelée abdominale, aussi appelée diaphragmatique, parce qu'elle entraîne le mouvement d'un muscle qu'on ne sent pas, qui est innervé, qui s'appelle le diaphragme, qui est juste en dessous de nos poumons. Donc ce diaphragme va s'abaisser. S'abaissant, il va entraîner un mouvement vers l'avant de l'abdomen et donc une respiration ventrale. Les personnes qui ont fait de la danse, les personnes qui ont fait du chant maîtrisent cette respiration et généralement leur voix porte et ils gèrent mieux leur stress. Voilà, Karine, comme quand on chante, parfait, on est synchro. Si vous voulez travailler cette respiration-là, moi je vous recommande grandement, parce que c'est une base, l'application Respirelax Plus. Pas d'action chez eux, je vous le promets, c'est une application gratuite. Et Respirelax Plus, ça va être utile pour développer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de gestion du stress. Si vous le faites allongé, cet exercice, vous allez développer petit à petit une respiration ventrale. Respiration ventrale sans parler, évidemment, puisque vous le faites sans parler. Et petit à petit, plus vous êtes à l'aise, plus je vous invite à faire attention à votre respiration lorsque vous parlez. Il est possible que certaines personnes qui m'ont écrit respiration ventrale bas maîtrisent totalement la respiration ventrale, mais dès qu'il faut parler, dès qu'on est en situation de stress, dès qu'on est face à un public, certaines personnes seraient étonnées de voir à quel point la respiration peut redevenir thoracique. Donc si vous maîtrisez votre respiration ventrale, génial. Exercez-vous en situation, en prenant la parole, mettez une main sur le ventre pour tester, voir ce qui se passe, et vous verrez que parfois, cette respiration redevient thoracique. La voix, on pourrait évoquer aussi d'autres choses, mais on va les évoquer un petit peu plus tard dans les écueils. Et avant qu'on passe aux écueils, moi j'aimerais vous demander s'il y a des questions sur le RDV, regard, dos, voix. Regard, vous en rappelez, le dos, vous en rappelez, la voix, vous en rappelez. Plus vous allez être technique, plus vous surcadrez, plus vous choisissez de ne pas être technique, plus vous décadrez. Et nous, on a dit, bon orateur, bonne oratrice, va être soit en surcadrage pour créer de la crédibilité, soit en décadrage pour créer du lien, de la spontanéité. Alors voilà, Guillaume, vous nous dites, c'est mon cas, ma respiration change suivant la situation. Alors là, très simple, exercice, je vais vous demander de prendre la parole, bon, vous le ferez chez vous évidemment, et de vous filmer, et vous allez décomposer chaque phrase en y mettant entre chacune une respiration ventrale. Ça va donner quelque chose du type « Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis formateur en prise de parole. » Donc, vous voyez, une phrase, je me concentre sur ma respiration ventrale. Une phrase, je me concentre sur ma respiration ventrale. La respiration est une question d'habitude. Plus vous vous habituez à avoir une respiration ventrale, plus celle-ci sera ventrale. Moi, à titre personnel, pendant des années, respiration thoracique, dès qu'il fallait parler, c'était voix qui tremble. Aujourd'hui, je peux être stressé, comme ça a été le cas avant de démarrer ce webinaire. Et pourtant, ma voix ne tremble pas tant que je maîtrise cette respiration ventrale. Donc, c'est clé, évidemment. Entraînez-vous, habituez-vous et faites en sorte que cette respiration devienne une deuxième nature, surtout quand vous êtes amené à prendre la parole. On va donc passer à la troisième partie de ce webinaire. On a dit d'abord la partie théorie du cadre, on se met bien d'accord sur dans quel cadre appliquer la deuxième partie, le RDV. Et on passe donc à la troisième partie, les écueils à éviter. Et le premier, les fameux types de langage. Alors, j'aimerais vous sonder une fois de plus, et j'ouvre les votes pour ce nouveau sondage. Vous le voyez, quel est selon vous le pire écueil de l'orateur? Pire écueil de l'orateur, vous avez les tics de langage qui vous sont proposés, vous avez le fait
de ne pas maîtriser sa structure, entre autres. Donc, vous avez 5-6 propositions. Certainement, vous avez envie d'en mettre plusieurs, mais j'ai fait exprès de limiter à un écueil pour voir l'écueil sur lequel on va passer le plus de temps. Donc, n'hésitez pas à voter. Et moi, je vais commenter vos réponses. Alors, voilà. Là, je vois qu'il y a 2 personnes qui mettent en avant l'aspect monotone, monocorde de la voix, éthique de langage. C'est peut-être parce que on va commencer par ça. La structure du propos aussi qui est évoquée. Bon, j'ai l'impression que la voix monocorde se distingue clairement. Ok. Là, c'est son auditoire, évidemment, qui apparaît. Bah, écoutez, on va passer du temps sur la voix monocorde, mais on va commencer par les tics de langage. Alors, il y a un tic de langage, je ne sais pas vous, mais que je ne supporte pas, enfin, que je ne supporte plus, en fait. C'est le fameux... Et donc voilà, je voulais évoquer avec vous plusieurs points. Donc, le premier, qui va être... alors là, ça... Alors, je suis un petit peu violent avec ça, mais je suis le premier parfois à en faire. Mais sachez que ce tic de langage, il en dit long sur la maîtrise de l'art oratoire. Donc, merci pour les réponses dans le chat. Et ce tic de langage peut avoir plusieurs causes. Je ne suis pas à l'aise avec le silence. J'ai l'impression que ça va me faire perdre mon fil. J'ai pas envie de poser du silence parce que vu que je suis en apnée, bah, le fait d'arrêter de parler, ça me fait arrêter de bouger. Il faut que je continue, donc il faut que je crée du rythme. Et le E, ça va me permettre d'avoir du rythme. Bon, évidemment, vous doutez que tous ces éléments-là ne sont que des éléments pas tout à fait vrais. Hein, on pourrait dire faux, clairement. Pour enlever ces E, si ça vous parle, dites-moi dans le chat si ça vous parle, si vous avez tendance à avoir des petits E comme ça qui vont ponctuer vos phrases. Si ça vous parle, vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre la parole et vous allez demander à quelqu'un de dire « e » lorsque vous dites « e ». Voilà. Sandra, vous me dites que ça vous arrive. Aude, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Hein, on est d'accord. Sylvie, ça peut vous arriver. Ça arrive à tout le monde, moi le premier. Ce que vous allez faire, donc, c'est demander à quelqu'un de dire « e » quand vous dites « e ». Déjà, vous allez être surpris parce que vous allez voir des « e » partout. Ça va vous tendre, ça va vous énerver, mais ça va surtout beaucoup vous aider à supprimer tous ces tics de langage dont on n'a pas conscience, mais qui ponctuent beaucoup de nos prises de parole. Donc, pour les enlever, étape 1, je les repère grâce à quelqu'un. Dès que la personne dit « e », c'est le signe que j'ai dit « e », et vous allez voir qu'on va les enlever naturellement. On peut les enlever aussi en étant plus à l'aise avec le silence. Qu'on soit bien d'accord, on distingue le silence, donc le silence c'est « j'arrête de parler volontairement », du blanc. Le blanc, cette chose gênante qui montre qu'on ne sait plus ce qu'on va dire et qu'on a perdu le fil. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est juste l'absence de mots. C'est important qu'on soit d'accord sur ce postulat. Le silence, ce n'est pas l'absence de communication, c'est juste l'absence de mots. Si vous voulez être à l'aise avec le silence, à vous de bien saisir l'idée que vous continuez à communiquer quand bien même vous arrêtez de parler. Ce qui veut dire que si vous voulez poser des silences, c'est peut-être à votre corps, à votre gestuelle, à votre visage de prendre le relais. Plus vous serez à l'aise pour communiquer avec votre visage, vos mimiques, avec vos gestes, plus vous serez à l'aise pour poser des silences. Et moins il y aura de tics de langage. Donc, 2 façons de travailler. Je demande à quelqu'un de dire « e » quand je dis « e ». Bingo, j'ai repéré tous les « e ». Et je m'entraîne à poser des silences en communiquant avec le corps lorsque j'arrête de parler. Parce que le silence n'est pas l'absence de mots, ce n'est pas l'absence de communication, c'est juste l'absence de mots. Eric, vous nous dites, parfois j'ai tendance à dire concrètement, effectivement. Pareil, même méthode. Dès que je dis effectivement, dès que je dis concrètement, je demande à cette personne de dire concrètement, effectivement, ou de faire un signe, taper dans les mains. Ça va être une façon pour vous de réaliser que vous dites beaucoup ce mot-là ou cette expression-là. Benoît, le fait est que, bon, expression simple qui permet d'introduire un propos, si elle vous dérange, si elle dérange le public, pareil, le fait est que la personne tape dans les mains et donc vous allez remarquer les moments où vous dites le fait est que. Voilà pour le premier point, parce que je crois que le tic de langage fait passer à côté d'un cadrage, vous voyez l'idée, on va être en surcadrage, et puis parce qu'il y a ce tic de langage, cette crédibilité va être remise en jeu, et on va aller un peu plus à gauche dans la théorie du cadre. Le deuxième point, Eric, je vous invite à changer de slide, et peut-être que vous l'avez déjà fait. Non, je le fais là. Merci beaucoup. Ce sont les gestes inappropriés.
Et là, les gestes inappropriés, pareil. Je vous invite à me dire dans le chat si vous connaissez ou si vous avez plutôt des gestes parasites. Alors qu'on s'entende sur ce que c'est qu'un geste parasite. Je vais savonner les mains. Généralement, ça fait un peu de bruit. Je vais me toucher le visage, mais de façon répétée, presque intempestive. Je vais avoir ce stylo que je ne vais pas m'empêcher de faire bouger, sachant que je ne suis pas en train d'écrire, je suis en train de parler. Mais quand même, j'ai ce stylo dans la main, ça me rassure, ça me permet de me raccrocher à quelque chose. Je vais tourner une bague, je vais jouer avec un bracelet, je vais remettre un vêtement de manière intempestive. On en a tous, puisqu'il faut bien comprendre la chose suivante, les gestes inappropriés ou les gestes parasites ont une fonction, celle de traiter la peur. On a tous plus ou moins peur quand on prend la parole. Et ces gestes-là sont des ancrages qui vont nous permettre de nous restabiliser, le fait d'avoir les mains comme ça que l'on serre, etc. Donc, voilà, les pièces dans la poche, on fait un peu de bruit, etc., ça nous rassure. Alexandra, vous nous dites un peu tout ce que vous venez de dire, les stylos. Céline jouait avec les stylos. Bon, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'on est tous les mêmes. Tous nos gestes parasites. Je vous disais, nous, on reste des êtres humains, ce qui veut dire qu'on a toujours des gestes parasites. Moi, le premier. Cependant, on va supprimer les gestes parasites qui conduisent à ce qu'on peut appeler des alternatives d'écoute. Une alternative d'écoute, qu'est-ce que c'est? C'est un geste qui vous donne envie de vous concentrer sur le geste et qui vous fait perdre l'attention sur ce qui est dit. Donc, les alternatives d'écoute, ce sont des gros gestes parasites. C'est le stylo, c'est la bague, c'est le bracelet, c'est le visage qu'on touche un petit peu trop. Ces gestes inappropriés, pareil, ils peuvent vous faire passer à côté d'un surcadrage ou ils peuvent légitimer un décadrage, mais généralement, ils viennent vous faire passer à côté d'un surcadrage puisqu'ils veulent dire j'ai envie de surcadrer, mais je suis trop stressé et donc j'ai besoin de décadrer pour me détendre, peut-être pour lâcher un peu la pression. Donc ces gestes-là, pour les supprimer, je vous invite d'abord à en prendre conscience, pourquoi pas vous filmer, et d'autre part à les remplacer par d'autres gestes. Je vais l'écrire dans le chat, ce qu'on appelle des gestes métaphoriques, des gestes iconiques ou des gestes battements. C'est simple, le geste battement, c'est ce geste-là, un geste circulaire avec deux mains ou avec une main, un geste qui donne du rythme à votre propos. Un geste métaphorique, c'est un geste qui représente une idée. Par exemple, je vous dis, hier, j'ai mangé un plat en sauce qui avait une espèce de, je sais pas, qui avait une saveur très particulière. Le fait de faire ce geste-là et l'associer avec un mouvement de la tête vers la gauche, une saveur très particulière. C'est un geste métaphorique qui représente une idée, la saveur. Et le geste iconique, c'est quand vous mimez quelque chose. Pas vous mimez. Moi, quand je suis fatigué, je fais toujours la même chose. Je prends des gros pots de Nutella de cette taille-là. Je prends des énormes cuillères en bois là comme ça, et puis je me mets à manger, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Vous voyez, donc j'ai mimé des gestes iconiques, métaphoriques, je fais des gestes qui représentent une idée, battement, mouvement circulaire des deux mains ou d'une main. Vous les remplacez, vos gestes parasites, par ces gestes-là, mais ça demande d'abord de prendre conscience de ces gestes parasites. Pourquoi pas se filmer pour en prendre conscience? Il nous reste encore 4 écueils, ensuite on passera à une phase plus large de questions-réponses. Eric, je vous invite à changer de slide. Mauvaise attitude. Alors, ça fait un peu scolaire dit comme ça, mais si vous avez suivi le début de ce webinaire, vous voyez où je veux en venir. La mauvaise attitude, c'est avoir un cadre inadapté à la situation de prise de parole. Ça peut paraître un peu exagéré, mais j'ai beaucoup vu des personnes avoir un cadre inadapté à la situation de prise de parole. Dit autrement, je suis invité à décadrer, à la jouer cool, et pourtant, je vais trop surcadrer. Je suis invité à surcadrer, et au contraire, je vais décadrer. Souvent, ce qui peut être à l'origine d'un stress trop fort, c'est lorsque, plus ou moins consciemment, je veux surcadrer, parce que je vois à la télé des personnes très à l'aise à l'oral, parce que je vois qu'une personne, notamment américaine, fait un discours, elle se tient bien, etc. Donc, je veux surcadrer. Mais j'estime ne pas avoir la confiance nécessaire, je n'ai pas les techniques suffisantes, je n'ai pas l'expérience nécessaire pour surcadrer. Et donc, je n'y arrive pas. Et donc, je suis plutôt en cadrage, voire en décadrage. Mais je veux surcadrer. Ce décalage entre le cadre voulu et le cadre dans lequel on est va créer un fort stress qui va généralement être responsable du fait qu'on n'arrive pas à être aussi clair qu'on le voudrait, qu'on n'arrive pas à être aussi cool qu'on le souhaiterait.
et ça montre qu'il y a un cadre voulu inadapté. Cherchez à avoir le bon cadre en fonction de la situation, mais surtout aussi en fonction de vos moyens dans la situation. Voilà, j'ai suffisamment d'expérience, j'arrive à surcadrer dans cette situation-là, je n'en ai pas assez, j'ai plutôt préféré décadrer. Karine, tu nous parles de Barack Obama, et je crois que l'exemple est à point nommé, puisque Barack Obama est un des exemples qui arrive à maîtriser le changement de cadre très rapidement. On le voit très très solennel dans certaines circonstances, on le voit totalement détendu dans les talk shows américains avec Jimmy Kimmel et d'autres, et ça montre à quel point il y a une maîtrise des cadres. Et ça montre à quel point la personne a conscience de ne pas être un cadre. Très souvent, on fait un lien entre la personnalité et le cadre. En vérité, le cadre n'est qu'une des facettes de la personnalité de l'orateur. Prendre cette distance entre le cadre et la personnalité est une bonne façon de changer de cadre. Donc, mauvaise attitude si vous choisissez un mauvais cadre. Bonne attitude si vous choisissez un cadre plus adapté et à la situation et à vos capacités au moment où vous parlez. D'ailleurs, je voudrais à ce propos ajouter un petit point. Voilà, Christian, à l'inverse, Trump. Et oui, très bon exemple, Christian, je crois, puisque Trump, on est sur quelqu'un qui va décadrer, qui va choquer en décadrant dans des moments où on attend beaucoup plus de structure, de cadre, de sérieux. Les tweets inadaptés, certains gestes, certaines expressions qui n'ont pas à être là où elles sont. Ce peut aussi être une stratégie politique. Le fait de décadrer, ça va créer du lien et donc ça, on l'a vu, permet à certaines personnes de se faire élire. Mais je crois que dans la durée, et je crois que lorsque c'est préparé, je crois que dans le cas de Trump, ce n'était pas forcément préparé, eh bien, on a des stratégies de cadre plus adaptées. Je vais continuer, on va passer à la 4e slide dans cette partie, passer à côté d'un cadrage. Ah voilà, la voix monocorde. Dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire qui a parfois la voix monocorde? On va se dénoncer un petit peu, comme ça, on se reconnaîtra les uns les autres. Si ça vous arrive, rappelez-vous de la chose suivante, pour avoir des intonations vocales, il est nécessaire de ressentir des émotions. Une intonation, c'est une émotion. Pas d'intonation, c'est soit pas d'émotion, ce qui est très rare, soit la volonté de cacher ces émotions. Parce que peut-être que ces émotions ne sont pas des émotions qu'on a envie de montrer. Peut-être que si j'ai peur, je me dis qu'il ne faut pas que je montre ça. Attention, il faut que je rassure. Peut-être que si je ressens de l'enthousiasme, je me dis que ce n'est pas adapté étant donné que je suis dans une circonstance professionnelle. Donc, pas d'intonation, c'est pas d'émotion, ou c'est volonté de cacher cette émotion. Si vous voulez vous entraîner à manifester de l'émotion, il y a plusieurs pratiques. Moi, je vous invite à prendre des vieux textes célèbres. Moi, j'aime bien prendre celui de Martin Luther King, le fameux I Have a Dream de 1963, qui permet de s'entraîner à mettre le ton, à poser le son sur ce discours. Vous pouvez aussi faire des petits exercices comme ceci. Demandez à une personne avec qui vous êtes de dire une phrase. Vous allez redire la même phrase, puis elle va redire la même phrase, puis vous allez redire la même phrase, etc., etc., mais avec une émotion crescendo. J'aime le fromage, j'aime le fromage, j'aime le fromage, j'aime le fromage, etc., etc. Vous vous rendez compte de la chose suivante. Plus vous manifestez d'émotion, plus votre corps parle, plus vous faites de gestes, plus vos mimiques faciales sont visibles. Donc, si vous voulez éviter une voix monocorde, entraînez-vous à communiquer avec d'autres canaux que les seuls mots. Que des mots monocordes, si le corps s'implique, à partir de là, la voix devient beaucoup plus rythmée. Alors, Benoît, vous nous dites mode Gérard Darmon ou Marc Lavoine. Ouais, tout à fait. Moi, je pense à Marc Lavoine, là, que j'ai vu il y a pas longtemps. J'avais vu un reportage sur lui, qui souffre d'ailleurs d'une maladie assez rare, qui le pousse à être en dépression un peu tout le temps. Ça ne peut pas être très drôle. Mais vous voyez, effectivement, quand vous écoutez un Marc Lavoine, il y a peu de corps, hein, il y a peu de gestes, et c'est assez terne, en vérité. Évidemment, je ne parle pas dans ses chansons, je parle quand il parle. Alexandra, c'est un moyen de contrôle. Tout à fait. La voix monocorde est une façon de contrôler ce qui se passe, de cacher, on pourrait aller jusque-là, de cacher une émotion. Plus je vais être à l'aise avec mes émotions, plus je vais être à l'aise avec l'idée qu'elles peuvent se voir, plus ma voix sera riche et montrera la richesse des émotions que je ressens. Voilà, Séverine, j'ai un souvenir horrible d'un prof à la fac. On en a tous, je crois, ce souvenir horrible, cette personne monotone, monocorde, qui lisait, pas de regard, pas de posture,
qui disait son livre en plus. Donc, c'est vous dire à quel point la personne ne voulait pas être là. Mais ces personnes-là n'avaient pas eu, je pense, de cours d'oratoire et on leur avait appris à cacher leurs émotions. Parce que ça ne se fait pas d'avoir peur, ça ne se fait pas d'être enthousiaste, on est quand même un professeur. Donc, je crois que ces personnes, tristement pour elles, étaient piégées dans un surcadrage, puisque le surcadrage va généralement avoir comme effet de limiter les variations vocales, mais être piégé dans un surcadrage, je ne crois pas que ce soit être un bon orateur. Voilà, Eric, je veille à alterner les intonations, à mettre mon auditoire en mode participatif pour éviter la monotonie. C'est important. Benoît, je joue sur le fait de faire varier la hauteur de la voix basse dans le ton grave. Et Alexandra, c'est comme dans le chant, je suis d'accord. On fonctionne de la manière dont on lâche prise et dont on s'exprime. On fait passer des messages et des émotions. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être écrit. Donc, voix monocorde, plus le corps s'exprime, plus elle est riche, plus je limite, plus je ne veux pas montrer mes émotions, et plus les intonations seront faiblement marquées. Il me reste 2 points, et je vous invite à passer l'avant-dernière slide. Défaut de structure. Alors oui, le défaut de structure peut aussi être un écueil assez flagrant. 2 étapes. Vous pouvez à la fois cadrer votre intervention. Pour moi, cadrer l'intervention, c'est répondre à des questions générales. Qui est mon public? Combien de temps je vais avoir? Quel est le thème de mon intervention? Pourquoi je m'exprime? Quel est l'objectif? Quel est le message principal? Et quel est l'état d'esprit que je vais adopter? On a une méthode qui s'appelle la méthode TOM. Mais disons que de façon générale, c'est je vais répondre à quelques questions pour me situer, pour cadrer mon intervention. Et puis, si on va plus loin dans le détail, on va avoir la structure. La structure, je ne vais pas vous la présenter ici parce que vous pouvez en trouver des tas et des tas sur Internet, mais ayez une structure lorsque vous avez à parler. La structure, elle peut être chronologique, la plus simple des structures qu'on connaisse tous. Passé, présent, futur. Avant, j'étais comme ça, maintenant, je fais ça, demain, je ferai ça. Ça va avoir un fil conducteur. Ou elle peut être beaucoup plus complexe. Et vous avez une structure que vous pouvez retrouver sur Internet qui s'appelle la structure classique ou la structure rhétorique, qui est une structure utilisée pour convaincre, un exorde, une narration, une confirmation, une réfutation, une péroraison. Je ne vais volontairement pas dans le détail pour vous donner envie d'aller chercher le détail de cette structure. Sachez qu'il en existe pléthore, mais qu'une structure est essentielle pour avoir ce fil conducteur qui fera la différence dans votre intervention. Et on passe au dernier point, qui est la lassitude de l'auditoire. On en parlait un petit peu tout à l'heure, et j'ai vu quelqu'un écrire la lassitude de l'auditoire, en tout cas voter pour cet écueil. Sachez que pour éviter de lasser votre auditoire, il est important de créer de la variation. Le mouvement attire le regard. Le mouvement attire le regard. Les meilleurs en la matière vont créer du mouvement tout le temps, partout. Tout le temps, partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mots, je vais changer ma façon de parler. Je vais peut-être passer d'un langage soutenu à un langage plus courant, plus familier, plus comasse, plus détente. On est entre nous, voilà, on se calme. Je vais peut-être changer de forme, avoir plus de gestes à certains moments, et être beaucoup moins gestuel à d'autres. Je vais peut-être changer d'intonation, donc changer mon paraverbal, être par exemple beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus énergique à certains moments et être beaucoup plus lent, solennel à d'autres. Je vais par exemple imager mon discours en vous disant que la prise de parole, c'est un petit peu comme un sport, non pas de combat, comme le dirait un Bertrand Perrier, avocat assez connu sur le sujet, mais un sport d'équipe. Si je réussis, vous réussissez. Si vous perdez, c'est que j'ai perdu. Bref, de façon générale, si vous voulez éviter de lasser votre auditoire, créez de la variation vocale, non verbale, tonale, verbale, et ce faisant, vous arriverez à tenir en haleine votre public. Plus la variation est importante, plus vous avez réussi à le tenir en haleine. J'espère vous avoir tenu en tout cas en haleine puisque nous arrivons à la fin de ce webinaire consacré à la prise de parole. 3 éléments. La théorie du cadre, qui me semble importante pour s'adapter et adopter le bon comportement. Le RDV, le regard de voix, la technique oratoire à maîtriser pour surcadrer ou au contraire à lâcher pour décadrer. Et enfin, quelques écueils dans lesquels on peut tomber et quelques solutions pour les éviter. Il nous reste 1 minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Eric, merci beaucoup pour le travail du passage des slides. Pour un travail collaboratif, Nicolas. Merci à vous, absolument
passionnant et très éclairant tout ce que vous nous avez donné comme piste. Là, c'est super. Merci, merci beaucoup. Oui, je vous invite à poser des questions si vous avez encore quelques zones d'ombre qui méritent explication. Merci à vous. Merci dans le chat, avec grand plaisir. Merci à vous. Super, merci beaucoup Nicolas. Peut-être Nicolas, pourrions-nous dire à notre public, à nos participants que, évidemment, lorsqu'on vous écoute, on sent de la maîtrise et de la technique et de l'expérience, et ça peut faire peur parce qu'on se dit, oh là, nous ne sommes pas parfaits, et comme vous le disiez, nous sommes des êtres humains, et à ce titre, je pense qu'une des erreurs serait de ne pas passer à l'action aussi. Hein, je Oui. crois qu'on pourrait enchaîner là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Merci, Eric. Alors, moi, je vais vous dire, je pourrais parler un petit peu de moi. Moi, je sais que pendant des années, j'ai été timide. Je pense qu'on peut dire maladif. Pas mal travaillé avec une psy sur le sujet avec un peu de recul. Et je sais que ce qui est paradoxal, c'est que je connaissais par cœur toutes les techniques. Je dévorais des livres sur la gestion du stress, je dévorais des livres sur comment faire pour prendre la parole. Je connaissais toutes les techniques. Mais quand je me retrouvais en situation, j'étais, je vais le dire simplement, en panique. En panique. Que ce soit, je veux dire, non verbalement, difficulté à maîtriser ce qui se passe, à comprendre. Et donc, naturellement, la panique, elle crée des comportements d'évitement. Donc, j'évitais ces situations-là. Il ne fallait pas aller là-dedans. C'était pas bien. Et moi, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup aidé avec un peu de recul et ce qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, c'est de me rappeler que quand je prends la parole, quand vous prenez la parole, quand on prend la parole, il y a une image qu'on pourrait imaginer, c'est que, imaginons que vous êtes, vous êtes une gazelle. Voilà, vous prenez la parole en public, vous êtes cette gazelle dans un troupeau, il fait chaud, dans un pays où il fait chaud, et vous prenez la parole, et pas de chance pour vous parce que vous êtes blessé. Vous êtes fait super mal, vous avez glissé sur une roche, pas de chance, dommage. Et ayant glissé, bon bah, vous êtes blessé, et un malheur n'arrive jamais seul. Il y a tout un tas de lions autour de vous qui se rameutent et qui veulent tenter de dévorer une proie. Et vous vous dites, bon, bah, effectivement, s'ils veulent me dévorer, il faut que je fasse comme si tout va bien. Il faut cacher cette blessure, il ne faut pas qu'ils voient que j'ai mal. Parce que s'ils voient que j'ai mal, ils vont laisser partir les autres gazelles du troupeau et puis ils vont me dévorer. Donc vous êtes malin, ça va très vite, vous vous dites, il faut que je cache ça. Et vous cachez ça, vous mettez de profil, fièrement, bien dressé, vous avancez fièrement comme si tout allait bien, alors que c'est le stress et la panique. Bien joué, vous avez bien fui, vous en êtes sorti, et puis peu de temps après, les lions, vous les avez semés, et vous vous retrouvez face à des vétérinaires, dans une savane un peu bizarre, et face aux vétérinaires, vous changez de stratégie. Plutôt que de cacher cette blessure, vous la montrez, vous la mettez en avant, vous l'exagérez presque. Ce faisant, les vétérinaires accourent dans votre direction, font leur boulot. Faisant leur boulot, vous êtes guéri. Et cette image, moi, elle me permet d'arriver à la conclusion suivante. En fait, la question que je pourrais vous poser, c'est quand vous prenez la parole, est-ce que vous parlez à des lions ou est-ce que vous parlez à des vétérinaires? Pendant des années, à titre personnel, moi, j'ai parlé à des lions. J'ai pensé que vous, devant vos écrans, vous étiez des lions. C'est ces personnes qui, si vous voyez ma jambe blessée, si vous voyez ce stress qu'il fallait cacher, c'était fini pour moi. J'allais être en grande difficulté. Mais en vérité, un bon orateur est codépendant de son public. Je ne peux pas faire une bonne prise de parole si je suis sûr et certain que vous êtes des lions. Peut-être que je ferai une bonne prise de parole, mais je ne ferai pas une bonne prise de parole en public. Donc, il a fallu pendant des années, moi, à titre personnel, me rassurer en comprenant en quoi le public, en l'occurrence vous aujourd'hui, êtes des vétérinaires. Et sans le savoir, vous êtes beaucoup plus des vétérinaires que des lions. Pourquoi? Parce que si j'étais stressé, si j'étais peu clair, il y aurait un échange qui ferait que vous seriez soit parti, et je vois que la plupart des gens sont restés, donc c'est cool, soit stressé aussi. Vous n'avez pas envie d'être stressé, vous ne souhaitez pas l'être. Première raison. Deuxième raison, si je réussis ma prise de parole, vous avez réussi, vous avez avancé. Donc vous avez mis à profit cette heure-là. Vous n'avez aucun intérêt à me voir en difficulté. Dit autrement, et c'est ce qu'on disait que Karine a mis en avant, vous êtes des vétérinaires, ou en tout cas des buffles, ces personnes qui, si l'orateur, l'oratrice est en difficulté, ne voudront peut-être pas l'aider, mais en tout cas, ne lui feront pas du mal. Et une personne qui veut être à l'aise doit d'abord être persuadée de ça. On est dans la même équipe, on travaille ensemble, et si je pense que c'est vous contre moi, je peux faire une très bonne prise de parole, pardon du terme, mais je foirerai ma prise de parole en public. Absolument. Très Voilà. bien.
Merci beaucoup Nicolas. On va devoir malheureusement nous quitter, c'était passionnant. Il y aurait beaucoup à dire. Je voudrais terminer sur quelques slides concernant RH Solutions. Donc, comme je le disais, RH Solutions est une société de portage salarial qui existe depuis 2003. Qu'est-ce que le portage salarial? C'est la possibilité pour un indépendant, un freelance, de réaliser des prestations, que ce soit dans des secteurs variés, la finance, le commercial, la formation, la logistique, enfin bref, beaucoup de secteurs sont concernés par le portage salarial sans avoir à créer de structure, sans avoir à être, je veux dire, dépendant d'un statut administratif. Toute la partie administrative est gérée par l'entreprise de portage salarial et l'indépendant, le manager de transition en l'occurrence, là, puisque ce webinaire était surtout à destination des managers de transition, a pour objectif de se concentrer sur sa mission et sur la recherche de ses clients. Voilà, donc évidemment, autour du portage salarial, vous trouverez de la formation, des événements comme ce webinaire et un certain nombre d'accompagnements, de coaching auprès donc, des indépendants avec RH Solutions et notamment une plateforme de mission qui permet donc à ces indépendants de trouver des missions, qui est tout de même l'objectif principal. Nous sommes certifiés Calliope pour ceux qui font de la formation et nous avons aujourd'hui 1200 à 1500 indépendants dans toute la France pour environ 4500 missions. Tout ceci est réglementé, bien sûr, avec un cadre légal, donc un code du travail datant de 2015 et une convention collective 2017. Et tout ceci avec des garanties et des assurances responsabilité civile qui permettent de sécuriser. Voilà, RH Solutions, vous trouverez l'ensemble des informations, adresses et coordonnées des responsables sur ce PowerPoint que je mettrai sur la plateforme Webikio à l'issue de ce webinaire. Et vous aurez la possibilité également de revoir ce webinaire en replay, puisqu'il sera donc à votre disposition sur la chaîne RH Solutions de la plateforme Webikio. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. On se retrouve à une autre date concernant un prochain webinaire qui est le 19 avril pour les managers de transition et dont le sujet sera faire face aux situations complexes et aux crises en entreprise, puisque le manager de transition, par définition, eh bien, il a un objectif qui est de challenger, en tout cas d'assurer une mission dans une période courte et bien souvent, la situation peut être compliquée, à la fois conflictuelle. Et donc, on va vous donner des pistes également pour manager tout ça. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. En tout cas, nous avons été ravis avec Nicolas Totalement. Oui, et l'équipe qui nous a permis d'organiser ce webinaire. Et pardon pour le louper sur le partage d'écran, comme quoi le diable se cache dans les détails, comme on dit. Il faudra qu'on s'entraîne un peu mieux. Voilà, merci à vous. À très bientôt pour un prochain webinaire avec RH Solutions. Merci Eric. Merci à tous. Merci beaucoup Nicolas. À bientôt.